Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 63 de l'ALAM, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Je m'appelle Louise MS et je suis photographe et vidéaste professionnelle basée à Lyon. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important dans la vie des artistes, les réseaux sociaux. En effet, nous sommes nombreux et nombreuses dans ce domaine à passer par les réseaux pour promouvoir notre art et essayer de le visibiliser. Notre activité repose même souvent sur la façon dont nous arrivons à engager nos communautés, dont nous arrivons à convaincre nos employeurs grâce à notre nombre d'abonnés, à la quantité d'avis positifs laissés, etc. Alors quel est mon rapport avec les réseaux sociaux en tant qu'artiste ? Peut-on vraiment avoir des valeurs anticapitalistes et promouvoir sa photographie sur Instagram ou sur TikTok ? Je vous partage mes réflexions autour de ce sujet qui n'est vraiment pas évident. Avant de passer à l'épisode, je vous rappelle que le podcast a besoin de vous. N'hésitez pas à soutenir le projet en partageant le podcast, en likant, en commentant, en vous abonnant sur les différentes plateformes ainsi que sur la page Tipeee de façon ponctuelle ou mensuelle et ce à partir de 1 €. Merci à vous et je vous souhaite une très belle écoute. Je suis sur les réseaux depuis plus de 10 ans maintenant. J'ai commencé comme beaucoup au collège sur Facebook. Après, pour être honnête, c'était même plutôt MSN, mais je me sens vieille en disant ça. J'ai créé mon compte Instagram en 2016. J'ai posté quelques photos perso sur Facebook, mais j'ai rarement étalé ma vie là-dessus. Sur Snapchat, je partageais par contre uniquement ma vie personnelle. Sur Instagram, il y avait aussi plus de moi, mais j'essayais d'avoir un regard un peu artistique, poétique, en postant des photos de moments particuliers pour moi, avec des jolies couleurs, des effets au fil des images, etc. J'ai eu un moment Twitter aussi où je pensais que j'écrivais des punchlines politiques de fou, mais en vrai j'ai vite arrêté. En 2020, j'ai découvert le pouvoir de la communauté pendant le confinement. J'ai beaucoup posté de photographies travaillées sur Instagram à ce moment-là. Je me lançais des défis, j'ai découvert les hashtags confinement créatif et autres joyeusetés, et j'ai reçu un vrai support de personnes qui suivaient ce que je faisais. J'ai beaucoup suivi à mon tour, à ce moment-là, des photographes sur les réseaux, des personnes qui montraient que c'était possible d'en fabriquer un métier, d'en vivre, de transformer sa passion en travail à plein temps. Je dirais que c'est vraiment grâce à YouTube que je fais ce que je fais aujourd'hui. J'ai beaucoup échangé avec des personnes de mon entourage ainsi qu'avec des inconnus sur des sujets militants, de l'art, sur des débats du quotidien grâce aux réseaux sociaux. J'ai gardé des contacts avec des personnes de mon entourage partis loin et rencontré de nouvelles personnes grâce aux réseaux sociaux. Sur Facebook, j'ai aussi découvert le pouvoir des groupes pour trouver du travail, du réseau, s'échanger du matériel. J'avais d'ailleurs créé mon propre groupe pour échanger essentiellement des décors, des costumes et accessoires pour des shootings et tournages sur Lyon et ça fonctionnait vraiment bien à ce moment-là. Sur Instagram, j'ai compris qu'on pouvait se servir de notre plateforme pour partager nos valeurs, défendre des causes, parler de lui. J'ai appris à solliciter mes abonnés, à discuter, à débattre, à échanger, à demander des conseils, montrer les backstage de la création de mon activité. J'ai partagé mes doutes, mes réussites, mes fails. Quand mon entreprise a été montée, sur Instagram encore, j'ai appris à parler de mes offres, à présenter mon travail, à discuter autour de mon art, à montrer ce que je savais faire. J'ai professionnalisé mes réseaux, activé le suivi statistique, compris les dessous de cette facette de mon métier. J'ai cherché à montrer mon travail encore plus. Je me suis mise sur TikTok en repartageant seulement les réels déjà montés et en me disant que j'avais rien à perdre à les republier là-bas. J'ai voulu professionnaliser mon audience aussi. J'ai cherché à me faire du réseau pro, alors je me suis aussi créé un compte sur LinkedIn. Aujourd'hui, j'utilise Facebook presque uniquement pour Messenger, j'utilise Instagram tous les jours, je me perds dans des réels beaucoup trop longtemps, puis je fais des stories quotidiennes pour vous parler de mon activité, je poste régulièrement des images de projets artistiques ou de mes prestations. J'ai un deuxième compte Instagram, celui de l'ALAM, sur lequel je poste presque quotidiennement aussi des stories et ou des posts pour vous montrer l'envers du décor du podcast, pour vous proposer d'y participer, d'échanger autour des épisodes,
vous demander votre avis sur le calendrier édito et pour vous permettre de poser des questions à mes invités. Sur LinkedIn, je poste 5 fois par semaine afin de parler de mes offres, de me présenter au monde professionnel ainsi que de visibiliser mes différents projets et trouver du réseau. Sur TikTok, je continue juste de reposter mes réels et sur YouTube, je reposte aussi les réels du podcast en short. J'ai également Thread sur lequel je partage parfois mes projets et puis je débat autour du secteur culturel en post interposé là. J'utilise donc tous les jours et de façon conséquente les réseaux sociaux. Mon entreprise est aujourd'hui en grande partie dépendante de ces derniers. Je passe plusieurs heures par jour pour mon entreprise ainsi que pour ma consommation personnelle sur les réseaux sociaux. J'y crée du contenu et je participe donc au fait que les êtres humains passent du temps dessus. Et pour autant, je suis pas alignée avec les valeurs des réseaux sociaux. Je suis même pas convaincue que c'est intrinsèquement quelque chose que l'on devrait sauvegarder dans un monde idéal. Mais je suis pas intrinsèquement convaincue du contraire en fait. Les réseaux sociaux font partie des plus grandes zones de flou dans mes valeurs et mon utilisation, et de mes plus grandes contradictions. Je ne sais pas quoi faire avec cette information et je me suis dit qu'il était temps que je décortique un peu tout ça et d'échanger avec vous sur votre propre rapport au réseau, sur votre utilisation de ceux-ci pour votre divertissement ou votre activité artistique. Et de parler ensemble de leur utilisation lorsque l'on a des valeurs anticapitalistes. Comme dit plus haut, je passe énormément de temps et ce depuis longtemps sur les réseaux. J'ai grandi avec et encore aujourd'hui je passe plusieurs heures par jour dessus. L'impact que ça a eu sur moi est conséquent et je voulais vous en parler en bien et en mal. On va commencer par les points négatifs que les réseaux sociaux ont apportés chez moi. Déjà, la perte de temps. Si je passe des heures par jour depuis des années dessus, ce sont des heures que je ne mets pas dans l'apprentissage de choses, dans de la vraie détente, dans le fait de voir mes amis, dans du vrai repos. Ça m'apporte aussi des choses, évidemment, mais je pense que ce que je skippe le plus à cause de ça, c'est le vrai repos. Parce que j'utilise les réseaux sociaux quand j'ai besoin d'une pause, quand je me sens fatiguée, quand je sens que je n'ai pas l'énergie pour lire, pour faire une activité manuelle ou perso chez moi, quand je n'arrive pas à m'endormir ou à sortir de mon lit le matin. Les réseaux, notamment les réels, pour moi c'est le pire. C'est le moment où j'ai l'impression de ne pas utiliser une seule cellule de mon cerveau. Je me pose, je regarde et j'existe plus. Je scrolle à l'infini. Et d'ailleurs, le scroll infini, c'est vraiment une des plus grosses stars de notre société. J'ai regardé le documentaire que je vous recommande et qui est facilement trouvable sur internet à ce sujet qui s'appelle « Derrière nos écrans de fumée » et qui parle de la création des algorithmes et des techniques comme le scroll infini et les notifications pour capter notre attention le plus longtemps possible et nous retenir sur les applis au maximum. Tout ça, je suis tombée dedans en grand plongeon la tête la première. Je me suis écrasée, j'ai fait un gros plat et j'ai perdu des semaines et des mois si on colle toutes les heures passées dessus, sans doute. Et encore, j'ai l'impression d'être assez raisonnable entre guillemets et je sais que c'est une véritable addiction à des niveaux encore plus hauts pour certaines personnes. Donc je me sens chanceuse d'en être à peu près là. Deuxième point négatif, ça m'a, comme beaucoup, complètement désorienté ma capacité de concentration. Déjà qu'elle a jamais été très grande, là c'est la cata, si bien que même sur des sujets sur lesquels j'arrivais à me focus autrefois parce qu'ils me passionnaient, là j'arrive même plus. Par exemple, j'ai arrêté de lire pendant des années alors que c'est ma passion originelle parce que j'arrivais plus à lire une ligne et à l'imprimer dans ma tête pour passer à l'autre. Bref, j'arrivais plus à rien, j'arrivais plus à me concentrer et c'est arrivé au moment où j'ai commencé à me mettre sur Insta et pouvoir scroller, regarder des TikTok, regarder YouTube à tort et à travers. Et ça commençait à devenir vraiment handicapant parce que j'arrivais vraiment plus à me concentrer plus de 2 minutes de suite. Pour pallier à ça, j'ai réussi, après les années évidemment, à avoir un rapport plus apaisé à l'utilisation que j'en faisais grâce à des petits tricks que j'ai appliqués. Déjà, j'ai enlevé toutes mes notifications de toutes mes applis. Je dis bien toutes. Messages, réseaux sociaux, tout. Si je veux parler à quelqu'un, j'irai sur l'appli en question, vérifier où en est notre conversation. Mais comme ça, je ne suis pas assaillie de toutes parts, toute la journée, de machin à commenter votre post en plein milieu d'un repas de famille ou de machine à envoyer un mail pendant que je lis dans mon lit. Que ce soit des notifs pro ou perso, j'étais interrompue toute la journée pendant mes activités et depuis que j'ai mon entreprise, c'est encore pire. Je pense que c'est vraiment important de clean ces applications et d'enlever les notifications parce que ça donne à chaque fois envie de cliquer, de perdre 5 minutes à 3 heures en ouvrant Instagram tout le temps. On est tout le temps interrompu en fait. Et perso, ça me donne de l'anxiété parce que parfois je pense pas du tout à un sujet et hop, il revient sur la table sans que j'en ai envie.
Donc comme ça, je choisis les moments où je réfléchis à tel ou tel sujet. J'ai évidemment mis les limitateurs d'application là, vous savez, mais ça marche pas avec moi parce que à la première occasion, je zappe le truc et je continue à scroller, donc c'est pas assez limitant, je trouve. C'est trop facile d'enlever le limitateur. Je sais pas si vous connaissez des applis qui permettent de mettre des limitateurs qui sont vraiment durs à skip, parce que moi il y a juste à marquer finalement je veux plus de temps et ça marche, donc trop facile à enlever, c'est pas bien, il faut que j'en trouve un autre. Aussi, autre astuce, j'ai banni mon téléphone de ma chambre. J'ai acheté un réveil. Voilà, je suis devenue l'influenceuse bobo que vous rêviez tant. Ma chambre maintenant, même si c'est pas toujours facile, elle est réservée à lire, à écrire et à faire des mots croisés comme la super mamie que je suis. Ça fait très développement perso jusqu'ici, je vous le concède, mais vous inquiétez pas, on passe à la partie politique juste après. Et enfin, j'ai arrêté depuis longtemps de faire des stories sur ma vie perso, mes vacances, mes loisirs. Les seules personnes à qui j'envoie des photos sont ma famille et les amis avec qui je partage le moment. Et ça, je trouve que ça change tout aussi, comme ça on profite vraiment de l'instant présent. Troisième gros point négatif, je l'ai dit plus haut, mais c'est l'anxiété. Même si je parle que de projets pro sur les réseaux, je peux pas faire autrement que de passer mon temps à me demander ce qu'on va penser de moi, ce que j'ai écrit, ce que je lis, de mes offres, de la qualité de mes photos, de mon travail, des sujets politiques que j'aborde. Et la politique d'ailleurs sur les réseaux, ça peut aussi apporter beaucoup d'anxiété. On déborde d'images et d'actualités horribles de partout. Aussi, les débats sont souvent houleux sur les réseaux. Les gens sont en colère et à raison, mais je veux dire, c'est pas toujours facile à lire. L'accumulation des sujets différents aussi, le fait que mon cerveau passe d'une info sur la Palestine à une personne qui fait à manger, aux dernières offres d'une photographe, au budget Bayrou et au 10 septembre, le fait que moi je suis plus, j'ai reçu l'info de tout ça, mais j'ai pas le temps d'y réfléchir. Par contre, j'ai eu le temps de toucher à cette info, de me questionner, et donc si j'ai pas eu le temps d'y apporter une conclusion, ça a eu le temps quand même de me rendre anxieuse. J'espère que c'est clair, cette phrase était très longue. Mais ce que je voulais dire là, c'est que j'ouvre plein de choses, plein de sujets dans mon cerveau, et j'ai jamais le temps de les refermer et d'en trouver un point, une conclusion. Je suis juste assaillie d'infos et j'ai pas le temps de les digérer, quoi. Je suis anxieuse parce que la guerre, je suis anxieuse parce que le réchauffement climatique, anxieuse parce que est-ce que moi aussi je finirai un jour par vivre de mon activité, anxieuse parce que est-ce que j'ai fait mal ça ou ça, anxieuse parce que je vois les gens s'insulter, parfois m'insulter, juste parce que je dis que je suis contre l'utilisation de l'IA générative ou que j'essaye de défendre mon point de vue sur un sujet. Bref, je suis anxieuse et les réseaux sociaux renforcent mon anxiété. Pour ça, désormais, j'essaie de suivre des personnes qui me font du bien, des personnes avec qui je partage des valeurs fondamentales, et j'essaie d'ailleurs de leur donner de la force, des personnes proches ou des personnes qui font des publications qui m'apprennent des choses, etc. Il y a des personnes d'ailleurs avec qui je suis d'accord, mais qui parlent d'un ton qui me rend anxieuse, et j'accepte de leur dire au revoir. D'autres personnes qui me challenge, qui me font me remettre en question, mais dont le contenu me construit sans me rendre anxieuse, et ça c'est très personnel à chacun, je pense, et je choisis eux de les garder. Je pense que c'est ok d'unfollow des gens, même si on aime ce qu'ils défendent. Le but c'est aussi de faire attention à soi et à son cerveau. Les raisons peuvent venir de tout et n'importe quoi. Il y a des gens qui peuvent trigger à des endroits sans le savoir ou quoi. L'important, c'est de s'écouter tout en restant ouvert et ouverte à la discussion. Pareil au niveau des infos, il y a un moment, je me tenais informée H24, j'écoutais des podcasts d'actualité en faisant à manger ou en allant à mes rendez-vous. Je regardais des médias le midi et le soir, et dès que je faisais une pause je voyais en réel les infos de toutes les personnes à qui je suis abonnée. Rester informé, c'est important, mais être submergé d'infos toute la journée, ça sert à rien à part nous mettre mal. J'essaye de faire attention à écouter ça quand je suis prête, à me garder des moments dans la journée pour m'informer en toute conscience. C'est ça, faire les choses en conscience justement d'après moi. C'est de savoir que le contenu qu'on regarde influence beaucoup notre vie, et du coup en sachant ça, je vais essayer de reprendre la main et de choisir au mieux les programmes qui nourrissent mon cerveau, en sachant évidemment que les algorithmes font ce qu'ils veulent, mais j'aime essayer de donner des vues et du temps d'écoute à des personnes que j'estime, à des médias qui je trouve font bien leur travail, et après je continue justement toujours à tomber dans les algorithmes, à regarder des programmes qui me font pas toujours du bien, et des gens qui ne partagent pas toujours mes valeurs, parce que la vie c'est compliqué, mais voilà, j'essaye de faire au mieux.
Quatrième gros point négatif, le regard que je me porte. Les critères de beauté qu'on impose par exemple aux femmes sont omniprésents sur les réseaux sociaux. Je me suis longtemps retouché la peau à tort et à travers pour avoir une peau parfaite. Je suis persuadée que les réseaux ont leur part de responsabilité dans bon nombre de mes complexes, mais aussi dans la façon dont je perçois mon art. La façon dont je le fabrique est très influencée par Instagram, et ça j'en suis consciente. Et tout artiste utilisateur ou utilisatrice d'Instagram dira pareil, je pense. J'essaie de rentrer dans les clous pour être plus visible. Aussi, je me compare énormément. Je me trouve toujours en moins bien que les autres. J'ai l'impression que tout le monde fait mieux que moi, réussit mieux que moi, que je n'y arriverai jamais. Les réseaux sociaux, c'est voir l'avancée de la vie de chacun et chacune. Donc c'est pas toujours évident de ne pas se comparer. Et c'est d'ailleurs justement aussi un des buts des réseaux sociaux, c'est de faire rêver en montrant, comme je vous l'ai dit dans un de mes derniers épisodes, la personne qui va réussir et tout le monde qui va courir après ensuite ce rêve. Alors que le résultat, c'est que souvent, tout le monde n'y arrivera pas dans un monde capitaliste, malheureusement. Parce que ce monde-là n'est pas fait pour que tout le monde réussisse. Au contraire. Je pense que pour se détacher de ce regard-là, il n'y a pas de recette miracle, on s'en détache avec le temps et aussi, du coup, en combattant ce système injuste. Cinquième point négatif qui va avec lisser son contenu. Perso, je ne me reconnais pas toujours dans ma communication. Et comme dit, on doit adapter nos contenus à Instagram ou autre réseau social sur lequel on poste. On doit adapter notre façon de parler, présenter les choses d'une certaine façon, créer du contenu qui marche. Combien de photographes je vois suivre les mêmes tendances, créer le même contenu, et je comprends parce que c'est ce qui marche et qu'il faut bien vivre avec. Et moi-même, j'adapte énormément mon contenu. Je ne poste pas les choses exactement comme je les vois, comme je les pense, aussi à cause de cet algorithme qu'il faut suivre pour pouvoir être vu. Il y a des choses qui fonctionnent et d'autres choses qui ne fonctionnent pas. Et malheureusement, ce que j'aime le plus, ça ne fonctionne pas toujours. J'entends beaucoup de personnes dire, je cite, « Oui, mais si tu es sur telle ou telle plateforme, il n'y a pas à se plaindre de l'algorithme, le but c'est de jouer le jeu. » Fin de citation. Je pense que lorsqu'on donne notre vie sur une plateforme qui s'engraisse sur notre dos, on devrait au moins avoir notre mot à dire sur la façon dont on l'utilise, sur la façon dont elle gère elle-même en arrière-plan tout ce fonctionnement. Après, je pense que c'est pas qu'une question de réseau social, mais ça exacerbe ce côté-là. Je pense que dans la vie pro en général, on est obligé de se lisser, de rentrer dans certains clous pour être pris et prise au sérieux. Donc c'est un problème d'après moi plus global. Sixième gros point négatif des réseaux sociaux, c'est qu'on partage nos vies, nos avis, nos affects, notre visage sur Internet. Et ça reste. La photo que j'ai postée de ma meilleure amie il y a 9 ans sur Instagram est toujours là. La vie que j'ai donnée il y a quelques mois sur Thread est toujours là. Les blagues que j'ai faites sous des posts Facebook de mes amis sont toujours là. Tout est là. Et n'importe qui peut le voir. J'ai rarement parlé de mon rapport à ça ici, mais quand on fait un podcast et qu'on crée du contenu, c'est évidemment encore plus présent. À chaque épisode, je sais que j'expose un peu plus de moi sur Internet et mon rapport à ça n'est pas toujours apaisé. Même si je ne parle presque pas de ma vie personnelle et que vous ne connaissez rien de mon quotidien, je partage beaucoup de choses de mon travail qui est de fait une partie de ma vie. Et plus important encore, je partage beaucoup mes avis politiques, je me bats pour des combats qui me paraissent justes, et je vous avoue que parfois ça me fait peur de le faire sur les réseaux sociaux. Je suis exposée et je sais que plus je prends un nombre de vues, plus je peux me retrouver face à des gens qui ont des valeurs à l'opposé et qui voudront peut-être me faire taire, me menacer, m'humilier, comme le subissent de nombreux et nombreuses créatrices de gauche, notamment, et de personnes minorisées. Je sais que si l'extrême droite prend le pouvoir aux prochaines élections, ce n'est un secret pour personne que je suis une militante de gauche. Tout ça, ce sont des choses à prendre en compte, des choses à doser dont il faut avoir conscience quand on s'exprime sur Internet. Lorsqu'on est jeune, je pense qu'on devrait apprendre tout ça et savoir l'impact que va avoir le fait de raconter sa vie, là où on habite, ses hobbies, ses habitudes sur Internet. Pas qu'on ne devrait jamais le faire, juste pouvoir le faire en conscience, connaître les risques associés et pouvoir se protéger par rapport à ça. Il se passe tellement de choses sur Internet, mais j'ai pas envie d'en parler parce que j'ai peur de me porter l'œil. Mais pareil, je pense que dans une formation militante, et même au-delà, on devrait apprendre le poids de nos propos sur notre sécurité quand on parle de politique sur Internet,
les termes employés, ce qui est pénalement répréhensible, ce que ça implique de s'afficher avec ses idées sur les réseaux, etc. Un peu comme les guides pour être plus safe en manif, je vois peu de guides pour être plus safe sur les réseaux sociaux et je pense que moi-même, malgré mon expérience, je fais plein de choses que je ne devrais pas parfois. Septième gros point négatif, et sûrement celui qui a le plus de poids d'après moi, on donne gratuitement et gentiment nos données aux plateformes, aux GAFAM, qui s'en nourrissent, qui s'enrichissent dessus et qui sauvegardent nos données et connaissent tout de nos habitudes, de notre vie privée, qui nous fichent, qui nous envoient des pubs associées, qui nous manipulent, qui se font un paquet de thunes et de pouvoir sur notre dos. Petit rappel, basique mais important, Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger sont détenus par Meta, dont le propriétaire est Mark Zuckerberg, qui a fait un revirement conservateur notamment depuis l'élection de Trump, a investi de l'argent dans sa campagne, a supprimé les fact-checking de ses réseaux sociaux, ainsi que la censure de messages racistes, sexistes, homophobes et transphobes. C'est désormais possible aux États-Unis d'envoyer ce genre de messages sans aucun problème. En Europe, c'est encore un peu différent parce qu'on a des lois dans l'Union européenne qui font que ce n'est pas possible d'envoyer normalement, bien sûr, des messages racistes, sexistes, homophobes, etc. sur les plateformes, même si en fait on en voit quand même. Mais normalement, d'après la loi de l'Union européenne, les plateformes sont obligées de faire de la modération normalement sur ces questions-là. En tout cas, pour l'instant, parce qu'on ne sait pas où ça va aller, YouTube est détenu par Google, LinkedIn est détenu par Microsoft, dont le propriétaire est Bill Gates. Twitter est détenu par Elon Musk, qui a tout simplement fait un salut nazi devant le monde entier en début d'année. Je pense qu'il n'y a pas besoin de commentaires, parce que le fait se suffit à lui-même. De même, nos plateformes d'écoute sont presque toutes détenues par des milliardaires qui défendent des idées qui sont loin de nos valeurs. Et pourtant, on passe des heures sur leurs produits, on est leurs produits, on leur donne notre temps, on leur donne notre attention et on produit gratuitement pour eux. C'est l'objet d'ailleurs de l'épisode numéro 17 du podcast qui vous avait beaucoup plu avec Chloé Andriana-Rizzoa qui nous exposait le manque de logique de ce fonctionnement et son injustice. Là, on parlait uniquement de réseaux sociaux et pas de plateformes, mais elle nous disait que voilà, les artistes, nous passons une partie importante de notre temps de travail à devoir valoriser et visibiliser ce dernier. Et on passe la plupart de notre temps à visibiliser notre travail sur les réseaux sociaux. Résultat, on crée des posts, des stories, des réels, on fait des photos et on participe. On interagit, on commente, on répond aux DM, on like, on partage du contenu d'autres personnes, on crée une communauté, on crée des rendez-vous. Donc on passe et on incite les autres à passer du temps sur ces plateformes. Réseaux sociaux qui nous passent toute la journée des pubs et qui, hormis TikTok, je crois, ne nous rémunèrent pas. Donc nous créons la valeur du réseau social, nous, artistes ou créatrices de contenu, utilisatrices, mais nous ne sommes pas rémunérés pour notre temps de travail. Par exemple, sur YouTube, après une certaine quantité de vues, vous êtes rémunéré pour votre contenu, car des pubs passent dessus. Sur Instagram, vous créez tout autant, vous apportez autant de valeur, mais aucun sou ne vous revient. On est coincé, obligé de passer par là, et ce gratuitement. C'est quand même lunaire quand on y pense. Pour en revenir aux données, je pense qu'on n'est même pas un centième de savoir tout ce qu'ils font avec ces dernières. Les études qui produisent, la façon dont ils revendent certaines données, l'atteinte à notre vie privée, tout cela pour nourrir des algorithmes qui ensuite nous manipulent, influencent nos vies, qui manipulent et influencent aussi l'opinion publique. Le rôle des réseaux sociaux dans la montée des pensées racistes, transphobes, sexistes, fascistes est non négligeable. Le rôle des réseaux sociaux dans la montée de la haine, dans la fermeture du dialogue, dans les discours extrémistes d'extrême droite, dans la victoire de Donald Trump est indéniable. On le rappelle aujourd'hui, mais ce qui est censuré, c'est des comptes Instagram féministes, antiracistes, écolos, militants. On rappelle qu'aujourd'hui, quand on parle de Palestine, les posts et les stories sont shadowban, que quand on parle d'agression et de viol, c'est parfois les posts même des victimes qui sont supprimés par les plateformes. J'en ai encore vu il y a pas longtemps et ça arrive très souvent. Aujourd'hui, les influenceurs et les influenceuses de gauche qui partagent des contenus antiracistes, queer, anticapitalistes, antivalidistes, etc., que je connais, ont presque tous un compte de backup. C'est quand même pour vous dire l'étendue du problème. On rappelle que la parole est contrôlée, toujours, et dans les intérêts politiques des personnes qui le détiennent.
Bon, ça commence à faire beaucoup là, non? Et encore, j'ai pas parlé de plein d'autres sujets, du fait que plus on est privilégié, plus c'est facile d'accéder à la parole. Ça, je vous en ai parlé dans un podcast récent, donc c'est pour ça que j'ai pas redit ici. Comme le fait que le cyberharcèlement justement touche encore plus les personnes minorisées et il existe en masse sur internet et plein d'autres super points négatifs. Donc voilà, il y aurait encore beaucoup à ajouter. Mais vous allez me dire alors pourquoi continuer à utiliser les réseaux sociaux en 2025 malgré que tu saches tout ça. D'habitude, quand j'aime vraiment pas quelque chose, j'essaye au maximum de le boycotter si je peux, ou en tout cas de ne pas en faire de la pub et de pas crier sur tous les toits que je suis en train d'utiliser cette chose. Mais là, j'y arrive pas. J'y arrive pas parce que je suis habituée aussi à leurs avantages. Je vais pas mentir, il y en a. Déjà, ça me permet de garder contact avec mes amis qui sont loin. Aussi parce que ce sont des plateformes qui m'ont mise en relation avec des artistes qui m'inspirent, avec des militantes qui m'apprennent, avec des courants de pensée dont j'aurais peut-être pas eu la connaissance autrement. Je recherche, je regarde, je m'instruis grâce aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux me permettent de suivre des artistes dont les valeurs me parlent, des petits artistes venant d'un peu partout et de pouvoir soutenir leur travail. Les réseaux me permettent d'entendre des voix que l'on ne voit pas à la télé, que l'on entend ou lit rarement dans les médias. Les réseaux sociaux, je le sais, permettent aussi à mes potes et aux artistes qui sont dans des zones plus rurales avec moins d'accès à une vie sociale forcément hyper étendue, et une vie culturelle aussi dynamique que dans des grosses villes, de pouvoir avoir accès à des contenus, à du partage, à du social, même s'il est sur internet. Les réseaux sociaux me permettent d'avoir accès à une autre information. Certes, je dois batailler pour trouver, mais qui est là, contrairement à la télé, où je n'ai pas l'impression d'avoir le choix. Les réseaux sociaux permettent aussi parfois de lancer des mouvements. Par exemple, sans les réseaux, qu'auraient donné les gilets jaunes, on ne sait pas. Autour de moi, je vois la plupart des groupes militants et médias de gauche qui sont sur les réseaux. Blast, le média, Mediapart, mais aussi des collectifs, syndicats, partis qui utilisent tous les jours pour passer des infos, inviter à des actions et des réunions. Les réseaux. Je vais vous sortir un discours très basique, mais voilà, on n'est pas dans une grotte et c'est un outil que tout le monde utilise aujourd'hui. Alors il faut qu'on prenne notre place dedans, il faut qu'on prenne la place sur les réseaux et qu'on y répande nos valeurs de justice sociale, d'écologie, qu'on parle de droits humains. C'est la vie que j'ai là, personnellement moi, et qui me colle encore le plus pour être honnête. Mais d'autres vous diront que donner de son temps et produire pour les réseaux, ce n'est que aller dans le sens d'une politique avec laquelle on n'est pas d'accord. Et franchement, je comprends totalement ces arguments et je suis pas en désaccord non plus avec cela. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que vous me sortiriez le même argument sur le fait que l'IA est un outil dont il faut s'emparer, je ne serais pas d'accord avec vous. Alors, effectivement, je peux avoir deux avis différents parce que ce n'est pas la même chose, mais je pense que c'est juste une continuité et une accélération de ce qu'on fait déjà. Pour moi, l'IA générative, c'est la suite de la numérisation de nos vies, c'est la suite de ce qu'on laisse faire par des milliardaires qui mettent là les sous qu'on leur donne pour contrôler nos vies, nos médias, nos plateformes. L'IA générative et les réseaux sociaux, ce sont des outils politiques qu'ils utilisent, un outil de pouvoir comme un autre. Je suis donc la première à crier au boycott quand il le faut, mais là je n'y arrive pas. Je ne sais pas quelle est la meilleure stratégie à adopter par rapport aux réseaux sociaux et je ne sais pas comment faire. Par contre, l'IA boycotté, franchement. En fait, je me sens désemparée face à cette situation. Je trouve ça quand même assez drôle, ces contradictions, quand je vois des influenceurs qui font des vidéos sur leur détox des réseaux sociaux alors que leur business tourne autour de ça. Moi-même, je ne touche pas à mon téléphone dès que je suis en vacances, dès que je suis en congé, dès que c'est le soir, mais quand je retourne au travail, je suis la première à poster dessus. Mon travail tourne autour des réseaux sociaux et c'est vrai, je pourrais trouver des solutions pour pallier à ça. Démarcher plus par mail, en IRL, construire un réseau sur le terrain, un réseau local. Si jamais j'arrivais à casser mes barrières mentales et de timidité, ce serait déjà plus simple. Pour le podcast, je pourrais faire plus d'événements IRL, pareil si j'en avais l'énergie, pour amener un public hors des réseaux. Il y a des solutions qui existent et ça c'est important de le dire, on peut se passer de réseau aujourd'hui. De même, pour militer, pour résister, il y a toujours eu des mouvements et ce bien avant les réseaux sociaux. Il existe plein de manières de faire passer l'information, de se réunir, de parler, de sensibiliser. Il y a d'ailleurs toujours des militants qui passent aujourd'hui par d'autres modes de communication pour rester loin des radars, d'autres qui s'y préparent si le pays bascule à l'extrême droite.
Bref, des solutions existent et j'admire énormément celles et ceux qui arrivent aujourd'hui à s'en passer complètement. Alors comment faire ? Est-ce qu'on doit quitter les réseaux complètement ou essayer de faire ce qu'on peut avec ? Franchement, j'en sais rien et je pense que les deux sont louables. Personnellement, je vous l'ai dit, je choisis d'y rester, pour l'instant en tout cas, et d'y véhiculer un maximum de mes valeurs. Je pense que si on laissait les réseaux aux fachos, ce serait encore pire. Il y a juste à voir ce qui se passe à la télé. S'il y avait personne pour débunker ça et pour pouvoir apporter d'autres façons de voir certains sujets, de parler de l'information, je pense que ce pays serait encore plus raciste, encore plus islamophobe, antisémite et tout ce que vous voulez. Il y a plein de gens qui, aujourd'hui et ces dernières années, ont été sensibilisés au féminisme par exemple le MeToo sur les réseaux, qui ont été sensibilisés à l'antiracisme et aux violences policières par les vidéos qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, qui ont été sensibilisés à la transidentité par les contenus pédagogiques aussi qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est pas à minimiser, même si, je pense que c'est important de le dire aussi, s'il n'y avait pas les réseaux, on aurait peut-être trouvé aussi une autre solution pour faire passer ces informations-là. Mais voilà, je pense que c'est louable de rester sur les réseaux sociaux en y véhiculant des valeurs progressistes, en faisant attention au contenu qu'on y poste, en essayant d'y faire passer un maximum d'informations sourcées, vérifiées, en parlant de vérité, de faits. Je pense que c'est louable aussi d'ailleurs d'appeler à aller sur d'autres réseaux sociaux. J'avoue que pour l'instant, je suis assez sceptique des alternatives proposées. La plupart ont pour propriétaires d'autres milliardaires, mais peut-être plutôt européens qu'américains. J'avoue que je ne vois pas de grosses différences. Pareil pour les plateformes de streaming, il y a une grosse vague de départ de certaines plateformes d'écoute, ce que je comprends et que je soutiens à 200%. Mais j'avoue que les alternatives personnellement me plaisaient pas, parce que pour moi, elles n'étaient pas vraiment éthiques du tout non plus. Les concurrentes sont d'eux-mêmes des plateformes détenues par des milliardaires aux mêmes idées. Je suis un peu sceptique et pas encore convaincue de partir de certaines plateformes, parce que si c'est pour retrouver à peu près la même chose autre part, moi si je pars d'une plateforme, autant que ce soit pour quelque chose qui est vraiment ancré dans mes valeurs. Donc si vous avez des recommandations, je suis preneuse parce que j'avoue que je suis perdue et que je n'y connais rien. Voilà, n'hésitez pas à nous passer vos recommandations en commentaire, tant que c'est pas Blue Sky, voilà. Et voilà, je pense que c'est aussi louable de complètement s'en éloigner, de supprimer et de faire tout IRL pour passer par d'autres canaux de communication. Je suis en pleine réflexion et je vais tenter de continuer à faire passer mes valeurs dans ma communication tout en me renseignant sur d'autres plateformes plus éthiques sur lesquelles aller ainsi que sur les façons de faire réseau, de faire ensemble, encore plus dans la vraie vie, sur le terrain. Je vais tenter de m'émanciper un peu plus des réseaux quand j'en aurai l'énergie parce que pour l'instant, pour être honnête, j'ai pas d'énergie sociale, psychologique de me mettre à 200% dans la vie réelle pour mon boulot, dans la vie IRL pour mon boulot. Je trouve ça d'ailleurs assez dérangeant à dire, le fait que ça me prend moins d'énergie de parler à des êtres humains sur internet que dans la vraie vie. Mais bon, passons. Super conclusion, super joyeuse. C'est tout pour moi. Je suis encore en pleine réflexion. Je voulais vous expliquer mon point de vue, mon cheminement de pensée, même si je suis pas du tout arrivée à une conclusion satisfaisante. Je sais qu'on est nombreux et nombreuses à se poser les mêmes questions, à se demander où tout cela va aller. Je ne sais pas où vous vous situez, s'il y a des choses importantes à dire que vous pensez que je n'ai pas dit, où vous allez par rapport à tout ça. Et je serais vraiment curieuse d'avoir votre avis, de connaître votre point de vue sur cette question. J'avais beaucoup de choses à dire, cet épisode m'a fait du bien. J'espère qu'il vous sera utile aussi. Je pense que c'est le premier d'une série car mon rapport aux réseaux sociaux change et évolue très souvent. J'y suis parfois à fond et ensuite très loin. Je pense que je reprendrai le micro dans quelques temps sur ce sujet s'il vous a intéressé parce que j'ai plein de trucs à dire encore. Je suis pas du tout fixée mais voilà, à mon avis je vais en tout cas essayer de continuer à faire ce que je fais tout en essayant de trouver des alternatives rapidement parce que je commence à me poser de réelles questions.
Il était temps peut-être. En tout cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à soutenir le podcast sur ses réseaux sociaux, sur ses plateformes d'écoute, afin de continuer sur cette dichotomie qui est de valoriser le contenu de gauche sur des plateformes ultra-capitalistes. Merci à vous. Et moi, je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Et en attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses pour vos projets.